En ce mois de juillet 2020, nous commémorons, chers téléspectateurs, le 150e anniversaire du déclenchement de la guerre de 1870, qui eut les conséquences dramatiques que l'on sait pour l'histoire de l'Europe. À la faveur de cet anniversaire, je me propose aujourd'hui de vous parler d'Émile Ollivier, qui fut l'un des acteurs du déclenchement de ce conflit, personnage bien oublié aujourd'hui, mais qui n'en a pas moins joué un rôle important dans l'évolution politique du Second Empire, et puis également il a joué un rôle important dans les journées qui ont débouché sur la déclaration de guerre française à la Prusse le 19 juillet 1870. Alors Émile Ollivier, qui est-il? Un personnage qui a vécu très longtemps, hein. Il est né en juillet 1825 à Marseille, il disparaîtra en 1913 seulement. Il naît dans une famille politiquement contrastée, nous pouvons dire, puisque son père était un farouche républicain qui répondait au charmant prénom de Démosthène, et sa mère, elle, était la fille d'un négociant légitimiste marseillais. Il va d'ailleurs se retrouver orphelin de mère dès l'âge de 8 ans. Il va connaître une enfance tout à fait studieuse, et c'est un esprit qui s'annonce brillant. Il va entamer des études juridiques à la suite de ses études secondaires, et il va se retrouver avocat au barreau de Paris, très jeune, hein, au moment où en 1848 va éclater la révolution que l'on sait, la révolution du printemps des peuples. Dans cette même année 1848, il a 23 ans seulement, faut-il le rappeler, eh bien il va être nommé commissaire de la République dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var. Il sera ensuite nommé préfet. Donc il est plongé très jeune dans l'arène politique, fils, je le rappelle, d'un républicain, un républicain qui même avait pas mal d'intérêt pour le socialisme utopique tel qu'il était formulé à l'époque par un Pierre Leroux. Mais Émile Ollivier a eu d'autres maîtres, les grands noms de l'héritage littéraire français, Montaigne, Pascal, Rousseau, beaucoup d'admiration pour Bossuet. Émile Ollivier sera un tribun exceptionnel, et il admirait beaucoup l'éloquence de l'aigle de Meaux. En matière politique, il sera aussi un lecteur assidu de Machiavel, de quoi former ce jeune homme à l'action politique. Il s'était retrouvé préfet dans le Midi. En juillet 48, le voilà nommé pour quelques mois préfet à Chaumont, dans la Haute-Marne. Mais cette expérience politique, là encore, sera assez courte. Il va rentrer à Paris dès 1849, alors que s'installe et s'impose la République conservatrice, et il va se lancer dans une carrière d'avocat. Et puis nous le retrouvons quelques années plus tard, en 1857, nous sommes sous le Second Empire, et il accepte d'être le candidat des Républicains aux élections législatives de 1857. Nous sommes à l'époque de l'Empire autoritaire, le pouvoir évidemment encadre très étroitement les élections, c'est l'époque de la candidature officielle, c'est l'époque où les libertés fondamentales ont été quelque peu oublié, mais Émile Ollivier est élu député de la Seine, et il sera réélu d'ailleurs en 1863, et à l'époque, eh bien, il va faire partie du groupe des 5, c'est-à-dire 5 députés républicains qui pèsent évidemment bien peu dans un corps législatif très largement acquis au pouvoir de Napoléon III.
Alors il va, durant cette période également, rencontrer sa future femme, en effet. Il fréquente le salon de Marie Dagou, connu sous son pseudo littéraire de Daniel Stern. Et là, il rencontre sa fille Blandine, née de la liaison de Marie Dagou avec Liszt. Il est séduit, il se marie à Florence. Ils iront voir Liszt, d'ailleurs, plus tard à Weimar ensemble, mais dès 1862, Blandine va mourir après avoir donné naissance à un fils, Daniel. Émile Ollivier trouvera le réconfort au début auprès de Liszt et de la princesse de Wittgenstein qui voulait épouser le musicien. Il est libéral, mais il est libéral dans le sens où il réclame davantage de liberté dans le cadre impérial. Il veut le plus de liberté possible sans qu'il soit besoin de recourir à la révolution. Il considère en effet que les révolutions tournent mal et aboutissent finalement à l'instauration de régimes autoritaires, c'est-à-dire au résultat exactement inverse de celui espéré par leur protagoniste. C'est donc un opposant respectueux de la Constitution, brillant orateur, je l'ai dit, il se fait remarquer notamment par un discours sur la liberté de la presse, et il annonce même qu'il est prêt à appuyer le régime si celui-ci fait le choix d'une évolution libérale. Il entretient d'ailleurs des rapports avec des hommes du régime, notamment Morny, le demi-frère de Napoléon III, qui était président du corps législatif. Émile Ollivier se lie avec lui, et il est rapporteur de la loi sur les coalitions de 1864. Alors la loi sur les coalitions, c'est celle qui va autoriser le droit de grève, ce qui marque une avancée sociale très importante du Second Empire. On voit donc dans quelle posture s'inscrit Émile Ollivier. Il est avant tout un réformiste et est prêt à se satisfaire, au moins pour un temps, d'un certain nombre d'avancées ponctuelles qui vont être mises en œuvre en fait au cours de toute cette période que l'on appelle l'Empire libéral. On sait bien, le Second Empire est partagé en deux grandes périodes. L'Empire autoritaire qui va jusqu'en 1860, marqué par une dictature extrêmement sévère, période durant laquelle les pouvoirs du corps législatif sont vraiment réduits à la portion congrue. Et puis, à partir de 1860, on a l'évolution libérale, alors qui a sans doute plusieurs origines. Le souci de Napoléon III d'inscrire le régime dans la durée, de s'inspirer du modèle britannique, car Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, était très impressionné par les résultats de l'Angleterre et très impressionné par le modèle anglais. Et puis également, il y a des raisons de politique étrangère. Napoléon III, en 1859, s'est engagé dans la campagne d'Italie contre l'Autriche, et tout cela a abouti à la naissance du royaume d'Italie. Or, ce royaume d'Italie, il est mal vu par les catholiques français parce qu'il est hostile au pape Pie IX, dans la mesure où ce nouveau royaume réclame le rattachement de Rome, évidemment. Et cela va couper Napoléon III d'une partie de ses soutiens au sein de la droite traditionnelle, au sein de ce qu'avait été le Parti de l'Ordre en 1848, et il va chercher donc à s'ouvrir davantage en direction de l'opposition libérale pour réussir la transformation de l'Empire dans le sens qu'il souhaite désormais. Et dans cette affaire-là, Émile Ollivier est peut-être l'homme de la situation. Morny, avec qui il était en relation, est mort en 1865, mais Ollivier est reçu dans le salon de l'impératrice. Il va y rencontrer d'ailleurs Napoléon III et envisager avec lui la perspective d'une évolution libérale, l'installation d'un ministère libéral. À cette époque, un certain nombre de réformes sont adoptées concernant le droit d'adresse,
concernant le droit d'interpellation des députés, également concernant la liberté de la presse ou la liberté de réunion. Et Émile Ollivier se fait le porte-parole d'un programme qui correspondrait à, dit-il, un sage progrès de nos institutions. Il propose ce programme en janvier 1867, mais ce n'est pas à lui que Napoléon fait appel pour le mettre en œuvre, c'est à Rouher, qui apparaissait plutôt comme un tenant de l'empire autoritaire, invité à faire évoluer le régime dans un sens nouveau. Alors aux élections de 1869, une majorité se dégage en faveur d'une évolution libérale. Ollivier est élu dans le département du Var. Bientôt, une interpellation de 116 députés propose un programme de réforme qui sera présenté à la Chambre et puis accepté par l'empereur. Du coup, le ministère Rouher va démissionner et l'empereur va demander la préparation d'un senatus consult modifiant la Constitution dans un sens libéral. Il faut, dans cette perspective, quelqu'un pour mettre en œuvre tout ce projet. Ollivier étant d'accord sur le fond, il considère en effet ce projet comme excellent, complet et loyal. Eh bien, Napoléon III va lui demander de constituer un gouvernement. Nous allons arriver là dans l'année 1870. Le contexte est extrêmement difficile. En effet, l'assassinat du journaliste Victor Noir par le prince Pierre Bonaparte constitue pour l'opinion un véritable scandale. Lors des obsèques de la victime, on craint l'émeute, d'autant que Pierre Bonaparte est finalement acquitté à l'issue du procès. La situation à Paris donc paraît extrêmement incertaine, même si l'ensemble du pays reste calme. Et c'est dans ce contexte-là que va intervenir la révélation de la candidature Hohenzollern au trône d'Espagne, dont nous allons parler bientôt. Ollivier, lui, est plutôt au départ partisan du maintien de la paix, mais nous allons le voir, il va être vite débordé par le ministre des Affaires étrangères Gramont, et on verra aussi comment Napoléon III se laisse entraîner par ce dernier, et puis également par les encouragements que lui donne Eugénie à la fermeté dans la perspective du conflit à venir. Émile Ollivier, au cours de cette affaire, nous allons le voir, va rester largement passif. Il va suivre Gramont, qui bénéficie du soutien de l'impératrice Eugénie, et quand on va avoir connaissance de la fameuse dépêche d'Ems modifiée par Bismarck, le fameux chiffon rouge que le chancelier prussien agite devant le taureau français, selon l'expression consacrée, quand l'opinion publique va s'enflammer en faveur de la guerre, eh bien Émile Ollivier va se laisser emporter par le courant dominant, et c'est, dit-il, et le terme lui sera vivement reproché, bien sûr, le cœur léger qu'il va s'engager dans le conflit à l'été de 1870, en expliquant que nous subissons la guerre, mais que notre cause est juste. Il a 45 ans, et cette guerre va voir en fait la fin de sa carrière politique. Entre-temps, il s'était remarié avec une jeune fille de 19 ans, Marie-Thérèse Gravier, avec qui il va se retirer après la défaite à Fontainebleau, puis ensuite en Italie. En effet, son gouvernement a été renversé par le corps législatif après les premières défaites subies par les armées françaises dès le 9 août. On reproche à Ollivier justement ses
premiers échecs, et c'est le général Cousin Montauban, comte de Palikao, qui s'était illustré pendant la campagne de Chine, qui va devenir Premier ministre pour les mois suivants, quelques mois seulement, ou quelques semaines même, puisque le 4 septembre, la République sera proclamée. Alors Olivier va apparaître ensuite comme un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va lui reprocher le déclenchement d'une guerre qui s'est si mal terminée. Il tombe dans l'opprobre général qui s'abat sur le Second Empire, coupable d'avoir engagé la France dans un conflit aux conséquences aussi catastrophiques. Il passera le reste de sa vie à se justifier dans un ouvrage monumental intitulé « L'Empire libéral, études, récits, souvenirs », dans lequel il va expliquer, commenter ce qu'a été son expérience ministérielle, en cherchant évidemment à se justifier. Le premier volume de cet Empire libéral paraîtra en 1894 seulement, et ensuite il y aura un volume par an qui paraîtra, et cet ouvrage constitue toujours une source majeure quant à l'histoire du Second Empire. Il ne va pas se contenter de justifier ce qu'avait été son action politique. Il va publier 2 volumes sur l'Église et le Concile Vatican I, celui de 1870 réuni par le pape Pie IX. Il va entretenir une correspondance suivie avec la princesse de Wittgenstein, très riche également en tant que source documentaire. Il publiera un livre également remarqué sur Michel-Ange. Il avait été élu à l'Académie française dès le avril 1870 pour occuper le fauteuil de Lamartine. Il ne sera reçu à la dite Académie qu'en 1874, sans faire le discours qu'il avait initialement prévu, où il prenait parti pour Napoléon III, mais en 1874, évidemment, cela pouvait paraître malvenu. Il siégera à l'Académie jusqu'à sa disparition, et son fauteuil sera occupé ensuite par le philosophe Henri Bergson. Il mourra en Haute-Savoie en 1913, à l'âge de 88 ans, et sera inhumé à Saint-Tropez dans sa propriété de Lamoutte. Un acteur donc majeur des événements qui ont amené à la guerre de 1870, mais qui, il faut bien le dire, sera vite oublié, surtout après le grand traumatisme de 1914-1918, qui a permis à la France de prendre sa revanche sur l'échec subi en 1870. Alors, il faut revenir maintenant sur le déclenchement de cette guerre aux conséquences catastrophiques pour faire la part des choses et en quelque sorte pour rendre à Émile Ollivier ce qui lui revient dans la responsabilité de ce conflit. Il faut rappeler quel est le contexte général de l'Europe en 1870, au moment où cette crise va s'ouvrir. L'Europe connaît depuis plusieurs décennies une révolution industrielle qui la transforme profondément, notamment les quelques grandes puissances qui se partagent le pouvoir à l'époque sur le vieux monde. Il s'est produit également des événements politiques de grande ampleur sur la scène internationale. On pense par exemple, après l'échec des révolutions de 1848, à la naissance, à la formation de l'unité italienne. Le royaume d'Italie va naître en 1860 de la guerre menée entre autres par la France contre l'Autriche. La Prusse, elle, de son côté, s'est engagée sous la houlette de Bismarck dans la lutte pour l'unité allemande. Après la guerre des duchés de 1864, eh bien, elle va remporter une victoire complète à Sadova à l'été 66 contre l'Autriche, contre les Autrichiens. Bismarck, le chancelier prussien, met alors en œuvre méthodiquement son programme pour aboutir à l'unité allemande et selon lui, il n'a franchi là que 2 premières étapes. Il a annoncé très clairement que l'unité allemande ne se ferait pas par les bavardages démocratiques comparables à ceux qui avaient abouti à la formation
résolution du Parlement de Francfort en 1848, il était convaincu, disait-il, que cette unité allemande se ferait par le fer et par le sang, et après la victoire sur l'Autriche, son objectif, c'était une guerre suivante qu'il pensait devoir mener contre la France, car il se faisait fort de réaliser l'unité des Allemands contre un pays qu'il appelait l'ennemi héréditaire. Donc voilà en gros le contexte général. Sinon, la question d'Orient, elle, semblait quelque peu apaisée depuis le congrès de Paris de 1856, qui avait fait suite à la guerre de Crimée, quand la France et l'Angleterre s'étaient posées en protectrices de l'Empire ottoman face aux visée de l'Empire russe. Là, les choses semblaient, pour le moment en tout cas, à peu près gelées, et la Russie du tsar Alexandre II avait suffisamment de problèmes à régler, tout un accès à la modernité forcément compliqué, avec les grandes réformes libérales et sociales du tsar, et elle était de fait en retrait pour quelque temps des affaires européennes. Alors, comment se porter la France dans ce contexte-là? On l'a dit, elle était entrée dans la phase de l'Empire libéral au cours des années 1860, avec une accélération de ce processus à partir de 1868. La liberté de la presse commence à s'affirmer, l'autorisation préalable pour créer un journal est supprimée, une simple déclaration désormais suffit, on a abaissé le droit de timbre que devaient payer les journaux, le cautionnement qu'il fallait déposer pour pouvoir lancer un journal est maintenu mais considérablement réduit, ce qui fait que la presse connaît un essor tout à fait spectaculaire en cette fin des années 1860. Dans le même temps, les réunions publiques sont maintenant autorisées, ce qui n'était pas le cas auparavant, et lors des élections législatives de 1869, eh bien, si 4,5 millions de voix à peu près se portent sur les candidats du pouvoir, eh bien il y en a 3,3 millions qui vont à l'opposition, opposition libérale ou opposition républicaine, ce qui est tout de même assez significatif. Alors il y a dans l'opposition ceux que l'on appelle les républicains irréconciliables, ils pèsent un poids de 40 députés environ, avec certaines des grandes figures fondatrices de la République, Gambetta, Jules Ferry, Jules Simon, Rochefort fait partie de ces députés. Il y a l'Union libérale qui est animée par Thiers, qui rassemble une cinquantaine de députés, et puis il y a un tiers parti qui lui remporte 116 députés, qui est animé par Émile Ollivier. Émile Ollivier qui s'est fait le champion donc d'une évolution libérale du Second Empire. À la droite, enfin, restent ceux que l'on surnomme de manière un peu dérisoire les Mamelouks, et qui sont les tenants du retour vers l'empire autoritaire, mais qui manifestement n'ont plus l'oreille du pouvoir à ce moment-là. Et on le voit bien avec le Senatus Consulte du mois de septembre 1869, qui donne des pouvoirs supplémentaires au corps législatif, qui introduit le droit d'amendement que l'on pouvait apporter aux propositions de loi, qui installe la publicité des séances du corps législatif et du Sénat. Et pour compléter tout cela, eh bien, en décembre 1869, c'est Émile Ollivier qui est chargé par Napoléon III de préparer la constitution d'un nouveau cabinet qui sera formé quand on va arriver au mois de janvier, le 2 janvier 1870, avec entre autres ministres à la guerre, le général Leboeuf, le maréchal Leboeuf, puisqu'il va être très rapidement fait maréchal, qui succède au maréchal Niel, qui va organiser la réforme militaire des années précédentes. Alors Émile Ollivier, nous l'avons présenté, au sein de ce ministère, il est en fait garde des Sceaux, mais c'est lui qui en constitue la personnalité
la personnalité principale. Il avait pourtant été, et puis du fait de ses sympathies républicaines, il avait été proscrit après le coup d'État du 2 décembre 1851, mais il avait fait le retour en politique que nous avions évoqué. Il avait été l'un des 5 républicains sous l'Empire autoritaire, puis ensuite avait évolué en faveur de l'Empire libéral, grâce notamment à ses relations avec Morny, mais également avec Walewski, le ministre des Affaires étrangères, qui était le fils naturel des amours de Napoléon Ier et de Marie Walewska. C'est comme ça qu'était né le tiers parti en 1866, qui avait donc remporté un succès notable aux élections de 1869. Alors Émile Ollivier était un tribun tout à fait remarquable, mais Maxime Ducamp l'a décrit de manière assez sévère. C'était un tribun qui se noyait dans une large mesure sous sa propre éloquence. C'était quelqu'un très sûr de lui, convaincu de ses qualités et de la justesse de ses vues, mais qui n'avait pas toujours, on dirait aujourd'hui, le charisme nécessaire pour entraîner derrière lui un consensus politique suffisamment large. Toujours est-il que le fameux Senatus Consulte de la fin 1869, eh bien, il va être accepté par les chambres, et surtout, ce qui est très important, on va demander au peuple français son avis. Il va y avoir un plébiscite qui va être organisé en mai, le 8 mai 1870, et on va demander aux Français, en fait, s'ils sont d'accord avec les grandes réformes libérales que Napoléon III a introduites au cours des mois précédents. Alors ce plébiscite, il est très important, puisque à cette question, 7 350 000 électeurs vont répondre oui, alors que 1 538 000 répondent non. On le voit, la victoire est très large pour le camp du pouvoir. Le oui l'emporte très nettement. On peut penser qu'il y a eu là une relégitimation complète du régime, du système, une légitimation démocratique, mais le 1,5 million de non inquiète cependant dans les milieux du pouvoir, et spécialement l'impératrice Eugénie, qui est littéralement consternée de ce résultat. Elle craint toujours d'éventuelles secousses révolutionnaires, d'autant que le non, c'est exceptionnel, l'emporte à Paris. Le oui l'emporte très largement dans toute la France, mais le non est majoritaire à Paris. Quand on sait le rôle révolutionnaire qu'a pu jouer Paris depuis la fin du XVIIIe siècle et dans toute la première partie du XIXe, il y avait là effectivement de quoi s'inquiéter. Et ce succès va quand même aboutir à des transformations au sein du ministère. Au mois de mai, quelques jours après le résultat du plébiscite, eh bien, on change de ministre des Affaires étrangères. On va remercier Daru, l'ancien ministre, et on va nommer au ministère des Affaires étrangères Agénor de Gramont, diplomate, qui avait été légitimiste, puis orléaniste, puis devenu bonapartiste après le 2 décembre, donc quelqu'un on pourrait considérer comme tout à fait opportuniste, qui avait derrière lui une brillante carrière de diplomate. Il avait été ministre à la cour de Hesse, il avait été représentant de la France à Turin, puis à Rome auprès du pape, et puis enfin à Vienne, dans la capitale des Habsbourg. Diplomate brillant, qui va beaucoup impressionner d'ailleurs pour cela Émile Ollivier, qui va lui faire une confiance totale et le couvrir en quelque sorte dans ses initiatives pendant la crise de l'été 70. Il n'empêche que du côté de la Prusse, du côté de Berlin, Bismarck considère Gramont comme un âne, n'est-ce pas? Alors, ce qui peut paraître surprenant, mais effectivement,
personnage là aussi très sûr de lui, convaincu que la France a tout intérêt à la guerre à l'été 1870, encouragé, poussé en cela par l'impératrice. Il va jouer un rôle tout à fait délétère dans la situation qui s'ouvre. En effet, il y a le problème espagnol qui se pose. Il y a le problème de la succession d'Espagne. Je rappelle qu'en 1833, le roi d'Espagne Ferdinand VII est mort. C'est sa fille Isabelle II qui va régner, d'abord sous la régence de sa mère Marie-Christine. Et l'Espagne va connaître tout au long du XIXe siècle une situation plus ou moins chaotique avec de nombreux pronunciamientos, coups d'État militaires libéraux, avec des guerres carlistes qui sont des guerres civiles qui relèvent de la querelle dynastique entre Isabelle et puis Don Carlos, qui était le frère de Ferdinand VII. Cette situation fragilise évidemment le pays, et il se trouve qu'en septembre 1868, un nouveau soulèvement militaire qui se déclenche à Cadix, eh bien, va conduire Isabelle à s'enfuir en France, alors que les Cortés à Madrid annoncent la fin de la dynastie des Bourbons, la déchéance des Bourbons. Problème, évidemment, il y a une vacance du trône gérée par un régent, le général Serrano, mais l'homme fort dans cette situation un peu incertaine, c'est le général Prim. Alors, on va chercher un candidat pour le trône d'Espagne, pour lui offrir, en quelque sorte, le trône d'Espagne. On songe au roi Louis de Portugal, mais l'Angleterre y est hostile. L'Angleterre, très proche du Portugal, dans la longue durée historique, ne veut pas d'une réunification de la péninsule ibérique, et surtout autour d'une Espagne qui a été longtemps son ennemi héréditaire. On songe au duc de Montpensier, un fils de Louis-Philippe, qui avait épousé la sœur d'Isabelle, l'infante Louise Fernande. Oui, mais en France, à Paris, du côté du gouvernement de Napoléon III, il n'en est pas question. Il ne s'agit pas qu'un prince de la famille d'Orléans puisse se parer d'une sorte de légitimité en s'installant sur le trône de Madrid. Donc on peut compter là sur l'opposition de la France. Il y a une tentative aussi avec un neveu du roi d'Italie, Victor Emmanuel, Thomas de Gênes, mais l'affaire n'aboutit pas non plus. Et puis finalement, il va y avoir une candidature, celle du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un membre donc de la famille des Hohenzollern, qui avait déjà donné des souverains à des trônes d'Europe, à un trône d'Europe vacant, en l'occurrence celui de Roumanie, puisqu'en 1866, eh bien Charles de Hohenzollern était devenu prince de Valachie et de Moldavie, les deux provinces dont la réunion allait former le royaume de Roumanie. Alors, le prince Léopold de Hohenzollern, on pensait qu'il allait pouvoir faire l'affaire. Il avait épousé la fille de la reine Maria de Portugal et du prince consort Ferdinand de Saxe-Cobourg, donc il était dans le Gotha européen à un niveau qui pouvait justifier des prétentions en Espagne, mais là, bien sûr, c'est la France qui risque d'être contre. En effet, la France, si l'on regarde la carte de l'Europe, ne veut à aucun prix que se reconstitue le défunt empire de Charles Quint, ne veut pas avoir à défendre ses frontières à la fois sur le Rhin et sur les Pyrénées en cas de conflit. Donc la France va s'opposer à cette affaire. Alors, quelles vont être les étapes de la crise? Le général Prim va d'abord écrire en février 1870 à Léopold pour lui proposer le trône d'Espagne. Bon, Léopold de Hohenzollern va consulter bien sûr le roi de Prusse Guillaume Ier, qui fait figure de patriarche de la famille des Hohenzollern. Guillaume Ier est plutôt défavorable. Il est défavorable car il craint justement
une fragilité de l'équilibre européen, une fragilisation de l'équilibre européen qui n'est pas souhaitable selon lui. Et le 15 mars 1870, le prince Léopold, dans un premier temps, va refuser l'offre en question. Tout aurait pu s'arrêter là, mais il y a quelqu'un qui souhaite pousser les choses, c'est le chancelier Bismarck. Il souhaite, je l'ai dit, un affrontement avec la France et il pense que cette affaire des candidatures au trône d'Espagne peut lui fournir l'opportunité, peut lui fournir l'occasion nécessaire. Et finalement, le prince Antoine de Hohenzollern, le père de Léopold, qui avait été contacté pour monter sur le trône d'Espagne, eh bien, le prince Antoine de Hohenzollern, poussé par le Kronprinz de Prusse Frédéric, va revoir un petit peu la position qui était la sienne et celle de son fils, hein, et finalement, eh bien, ils vont répondre oui le 19 juin à la demande espagnole. Après un refus, donc initialement, ils acceptent cette proposition de monter sur le trône d'Espagne. Guillaume Ier, là encore, est consulté. Il accepte, mais c'est vraiment sans enthousiasme. Hein. Il n'encourage pas vraiment dans ce sens. En revanche, Bismarck, lui, se frotte les mains de l'évolution des choses. D'autant que le 25 mai, eh bien, Isabelle, la reine Isabelle, qui était réfugiée à Paris, va abdiquer en faveur de son fils, qui n'a que 12 ans. C'est le futur Alphonse XII d'Espagne, mais son heure n'est pas encore venu. Et le résultat, c'est que tout cela va ainsi précipiter les choses en faveur d'une installation sur le trône d'Espagne du prince Léopold de Hohenzollern. Le 28 juin, la lettre d'acceptation du prince arrive à Madrid. Le 2 juillet, le général Prime informe l'ambassade de France, le baron Mercier de l'Ostende, de l'acceptation du prince prussien. Le 2 juillet au soir, eh bien, la Gazette de France diffuse l'information. Le 3 juillet, l'agence Havas en fait autant. L'événement, donc, est désormais sur la place publique. Surprise en France, d'autant que l'ambassadeur à Berlin, Vincent Benedetti, n'a pas été d'une lucidité considérable quant à cette affaire. Il avait bien annoncé en janvier 70 qu'il y avait des projets, des idées dans ce sens, mais sans pousser plus loin. Il n'a pas du tout interprété en mars la venue à Madrid d'Antoine et de Léopold Hohenzollern venus rencontrer Guillaume Ier. Il n'a pas du tout interprété comme quelque chose d'inquiétant. Et pour en dire plus sur la lucidité de Benedetti, il faut savoir que c'est un ambassadeur de France à Berlin, mais qui a la particularité de ne pas parler l'allemand. Bon. Pendant ce temps-là, à Madrid, notre diplomatie n'est pas meilleure. Mercier de l'Ostende ne voit rien venir lui aussi, alors que l'ambassadeur de Prusse, qui était prêt à partir en congé, est sommé par son gouvernement de rester sur place, ce qui aurait dû au moins susciter quelque inquiétude. Hein. En fait, à Paris, on ne s'inquiète pas plus que ça. Le 30 juin, c'est-à-dire 3 jours avant l'officialisation de la candidature Hohenzollern, on discute au corps législatif du projet de loi qui, chaque année, fixe le volume du contingent militaire. Il n'est pas question d'augmenter particulièrement le contingent militaire, et Émile Ollivier donc se veut tout à fait rassurant. Que dit-il ? À aucune époque le maintien de la paix n'a été plus assuré qu'aujourd'hui. On ne découvre aucune question qui puisse recéler un danger. Et pour lui, ce qui a été décidé au Congrès de Paris 1856 concernant la question d'Orient, ce qui a été décidé lors de la paix de Prague entre l'Autriche et la Prusse après Sadova en 1866, tout cela constitue des fondations solides pour le maintien de la paix. On peut difficilement être plus aveugle quant aux intentions cachées, évidemment, du chancelier Bismarck. Alors, le 3 juillet, le gouvernement français est informé par l'ambassadeur de Madrid, qui envoie d'ailleurs à Paris son secrétaire d'ambassade, Bartholdi, pour préciser les choses auprès du ministre. Le 3
3 juillet, quand les choses sont révélées, il se trouve qu'Olivier est absent de Paris. Oui, ça commence bien. Gramont, lui, va se rendre à Saint-Cloud, où se trouve l'empereur, pour prévenir Napoléon III. En même temps qu'il va informer l'empereur, il se préoccupe d'organiser une campagne de presse visant à chauffer l'opinion dans la perspective d'une guerre. Bon, ses intentions à lui, donc, sont tout à fait claires. Et il télégraphie à Lesourd, chargé d'affaires français à Berlin, car Benedetti est en congé en ce mois de juillet. Il est en train de prendre les eaux à Hollebad, tout comme Guillaume Ier, le roi de Prusse, prend les eaux à Ems au même moment. Eh bien, Gramont télégraphie à Berlin pour préparer donc en quelque sorte la riposte. Bismarck, quant à lui, il est dans sa propriété de Varzin, dans le Mecklembourg, et au moment où l'ambassadeur de Prusse à Paris, le baron de Werther, reçoit l'ordre de rejoindre Ems pour y retrouver le roi. Alors, là, il y a un premier point très important, c'est que Gramont ne s'adresse pas à Madrid, avec qui les choses auraient pu être réglées sans doute beaucoup plus facilement, en déjouant en quelque sorte le piège de Bismarck, mais il se tourne vers la Prusse, parce qu'il veut effectivement que cet incident avec la Prusse permette à la France de remporter une victoire diplomatique qui rehausserait le prestige de l'Empire. En fait, à Berlin, le gouvernement prussien, qui est contacté par le chargé d'affaires français, explique, lui, qu'il ignore tout de l'affaire. C'est le secrétaire d'État von Thiel qui répond donc au chargé d'affaires français qu'il ignore tout. Mais c'est un mensonge, évidemment, car il n'ignore pas la réunion qui a eu lieu entre Guillaume Ier et les princes de Hohenzollern concernant l'acceptation ou le refus de la candidature, mais en tout cas sur un plan diplomatique, la France aurait pu prendre en compte cette affirmation et se tourner dès lors vers Madrid pour obtenir de Madrid les garanties nécessaires, sans chercher en quelque sorte à exiger de la Prusse davantage. Mais cela, on ne le fait pas, et à Paris, eh bien, Gramont et Olivier vont même voir l'ambassadeur de Prusse qui s'apprête à partir pour Ems en lui faisant valoir que la France pose des exigences très claires concernant la renonciation et surtout des garanties du roi de Prusse qu'il n'y aurait pas de nouvelle candidature. On entre en contact avec l'ambassadeur anglais Lord Lyons qui conseille la prudence, mais on n'en tiendra aucun compte. Également en contact avec Richard de Metternich, le prince de Metternich, qui est ambassadeur à Paris de l'Autriche devenue Autriche-Hongrie depuis 1867. En fait, on cherche des alliés en Europe, notamment on espère de l'Angleterre qu'elle s'associera à la France dans la demande à présenter auprès des princes prussiens pour cette renonciation au trône d'Espagne. On cherche même l'appui russe, on laisse entendre, y compris devant l'ambassadeur prussien von Werther, que cette affaire pourrait éventuellement déboucher sur la guerre. Cette affaire est donc tout à fait valorisée, ce qui va faire évidemment le jeu de Bismarck. Les dirigeants français là plongent dans le piège du chancelier allemand. Un conseil des ministres se tient à Saint-Cloud le 6 juillet. Alors on envisage tout à fait facilement l'éventualité d'une guerre. Napoléon III fait valoir que l'on pourra compter sur une alliance qui n'est qu'éventuelle, avec l'Italie, qui nous est redevable de son unité après la guerre contre l'Autriche en 1859. Napoléon III fait valoir aussi qu'on pourra compter sur une alliance de l'Autriche, qui a des comptes à régler avec la Prusse après Sadova quelques années plus tôt. Il oublie, là, Napoléon III, qu'on a laissé tomber Maximilien d'Autriche au Mexique, que ça a aussi laissé quelques traces, sans doute, à Vienne. Et puis on se tourne vers le spécialiste, le maréchal Leboeuf,
qui lui se dit très optimiste. Notre artillerie est magnifique, le fusil chasse-peau est une merveille. Hein. En 1957, le maréchal Niel avait fait valoir devant le corps législatif que les chasse-peau ont fait merveille lors du combat de Mentana contre les Italiens qui voulaient s'emparer des États du pape. On a une arme secrète nouvelle, c'est la mitrailleuse, qui est censée faire de grands dégâts également. Pour résumer tout, Leboeuf nous explique que nous avons une armée admirable, disciplinée, exercée, brillante. Donc, pas de souci, il y a une promenade militaire au bout de l'aventure. On fait valoir en plus la qualité des plans de mobilisation et de concentration. Quand on verra sur le tas comment les choses vont se passer, on constatera que sur ce plan-là, on avait beaucoup à apprendre de l'adversaire prussien. Alors, voilà donc l'état des lieux à ce moment-là. Gramont, devant le corps législatif, va accuser la Prusse de vouloir rétablir en quelque sorte l'empire de Charles Quint avec cette candidature espagnole, et le discours qu'il tient a valeur pratiquement d'un veto français, mais aussi la valeur d'un ultimatum, ce qui va être perçu comme tel en Prusse. Les députés acclament en majorité le discours de Gramont. Certes, les républicains sont contre. Thiers est très inquiet. Hein. Le journal L'Illustration, même du 9 juillet, explique que le discours de Gramont, c'est un casus belli que la France signifie à la Prusse, ce qui est tout dire. La revue des Deux Mondes, elle, est sévère pour ce qu'elle considère comme l'imprudence de Gramont. Il y a au moins quelqu'un qui est satisfait, bien sûr, c'est Bismarck. Alors, là encore, la France veut continuer, pour obtenir les garanties nécessaires, à s'adresser à la Prusse et non pas à l'Espagne, ce qui est évidemment une faute majeure. Et on va envoyer l'ambassadeur Benedetti auprès de Guillaume Ier, qui est toujours en train de prendre les eaux à Ems, pour lui demander une renonciation, certes, de Léopold, mais aussi une garantie du roi de Prusse qu'il n'y aura pas de nouvelles candidatures. On attend en fait dans cette affaire que la France ait l'occasion d'un succès diplomatique contre la Prusse. On veut aller au-delà de la simple renonciation. Et évidemment, c'est jouer avec le feu. Hein. Et Gramont encourage Benedetti, l'ambassadeur, dans le sens de la fermeté, bien entendu. Hein. Guillaume Ier doit désapprouver Léopold. C'est en fait un véritable ultimatum qu'on lui présente. Or, Guillaume Ier, qui a 73 ans, est un homme pacifique, qui ne souhaite pas la guerre, à la différence de son chancelier. Hein. Et quand le 8 juillet, Benedetti arrive à Ems à 11h du soir, il obtient pour le lendemain une rencontre, un entretien avec le roi de Prusse à 3h de l'après-midi. Le roi de Prusse l'invite même à dîner ensuite. Hein. Mais entre-temps, le roi de Prusse a eu connaissance du rapport de son ambassadeur à Paris, qui est venu lui expliquer ce qu'ont été les exigences de Gramont lors de leur dernière rencontre. Guillaume Ier renvoie les Français vers Madrid. Il explique qu'il a agi comme chef de famille et non pas comme roi de Prusse dans cette affaire. Il dit qu'il approuve le retrait de Léopold, hein, et il se trouve que la Russie, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie sont également défavorables à cette candidature de Léopold, donc l'affaire devrait normalement se régler, même si le roi de Prusse dit qu'il ne veut pas donner d'ordre à son cousin. Cela dit, l'entretien est parfaitement courtois. Le 11 juillet, Conseil des ministres à Paris. Là, on parle de préparatifs militaires. On relance Benedetti pour qu'il demande une nouvelle audience et obtienne des garanties parfaitement claires concernant l'avenir. Hein, Gramont veut toujours plus, donc en quelque sorte, hein, une renonciation officielle à la candidature, mais plus que ça, la garantie que celle-ci ne se présentera plus. Or, il se trouve que
cette candidature, eh bien, le prince de Hohenzollern y a renoncé. C'est l'ambassadeur d'Espagne à Paris qui l'annonce à Napoléon III. Mais on maintient quand même la demande de garantie formulée auprès de Guillaume Ier. Et Émile Ollivier va suivre Gramont, parce qu'Émile Ollivier n'est pas un caractère très virulent, et il est très admiratif du parcours diplomatique de Gramont, et donc il ne va rien faire pour ralentir la marche à la guerre. On se retrouve le 12 juillet à Saint-Cloud, nouveau Conseil des ministres avec Napoléon III et Eugénie. Celle-ci témoignera en 1906 dans un entretien avec l'ambassadeur Maurice Paléologue que selon elle, la France ne pouvait se satisfaire de cette évolution des choses, qu'elle a soutenu l'intransigeance de Gramont. Mais tout cela, évidemment, on sans doute risque de mal tourner si on continue à importuner en quelque sorte Guillaume Ier de la sorte. D'autant que dans l'ombre, eh bien, à Berlin, Bismarck, qui est rentré à Berlin, il a rencontré le chef de l'armée, le maréchal von Moltke, le ministre de la guerre, le maréchal von Roon, et il reçoit d'Ems une dépêche qui lui est adressée et qui rend compte des demandes de Benedetti auprès du roi de Prusse. Et là, Bismarck va faire monter rapidement la pression. D'une part, il fait savoir au roi de Prusse que les chefs militaires sont furieux de la passivité, en quelque sorte, qui a été la sienne face aux demandes françaises, et lui-même met plus ou moins sa démission dans la balance s'il n'y a pas une réaction suffisamment ferme vis-à-vis des revendications de Benedetti. Alors, quand Bismarck reçoit la dépêche rendant compte des rencontres entre Benedetti et le roi, c'est là qu'il va transformer cette dépêche pour la diffuser ensuite dans la presse, c'est-à-dire qu'il va être question désormais d'une demande de l'ambassadeur français qui s'est encore présenté devant le roi, à qui le roi a fait savoir par l'adjudant de service qu'il ne le recevrait plus. Autant de formules qui ne peuvent qu'exciter les Français. Bismarck le dit d'ailleurs très clairement, cette dépêche modifiée par ses soins, elle va avoir l'effet d'un chiffon rouge devant le taureau français. Et évidemment, tout cela va marcher, tout cela va marcher comme l'espérait le chancelier de fer. À Paris, on s'indigne. Il n'est pas question d'accepter l'humiliation qui est ainsi infligée à notre ambassadeur. La France ne peut accepter d'être traitée de cette manière. La presse se déchaîne. Le 15 juillet, au lendemain d'un conseil des ministres qui a décidé donc de pousser, d'avancer vers la guerre avec une Eugénie qui jette de l'huile sur le feu, eh bien le débat au Parlement débouche sur un vote des crédits militaires acquis à une très large majorité, y compris avec des républicains qui votent les crédits militaires. C'est le cas de Jules Ferry, de Jules Simon, de Gambetta, même si d'autres comme Jules Grévy, Jules Favre ou Garnier-Pagès votent contre. En tout cas, certains s'inquiètent. Thiers, le leader du camp libéral, s'inquiète qu'une question de susceptibilité puisse déboucher sur une guerre, demande la publication des dépêches qui ont été échangées entre Paris et l'ambassadeur à Berlin, mais il n'empêche, Émile Ollivier, selon l'expression fameuse, décide
décide le cœur léger qu'il faut accepter la guerre. Et le 19 juillet, le représentant français à Berlin, Le Sourd, va remettre à Bismarck la déclaration de guerre. On entre alors dans un conflit dont l'issue, évidemment, n'a rien à voir avec les espérances du pouvoir impérial, et dans un conflit qui aura des conséquences tragiques pour toute l'histoire de l'Europe.